Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous. On commence bien l'année, chaque dimanche avec nos invités. On vous donne envie justement de bien vivre votre âge avec le sourire et nos invités l'ont. Cette émission, elle est faite pour vous, que vous soyez enfants, parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents, parce que oui, c'est une première dans l'histoire. 4 générations cohabitent aujourd'hui. Il faut dire qu'on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle, ce qui est quand même assez remarquable. Alors certes, les envies changent avec les âges, les liens des générations restent quand même forts, même si malgré, on a des vies quand même assez trépidantes. Elles filent à toute vitesse. Alors ici, on partage des histoires de vie, de témoignages et des conseils concrets justement pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Et puis dans Bien vivre chez soi, nous serons avec Cédric Poncet, directeur d'AKW, qui est un fabricant, grand spécialiste pour nous parler justement d'aménagement, du logement pensé avec du design, loin de l'image de la maison médicalisée et au service du confort et de la dignité. Notre grand invité sera ensuite Serge Guérin, sociologue, spécialiste du vieillissement, qui nous expliquera pourquoi les seniors ne sont pas un poids, mais au contraire une ressource essentielle pour la société. On est un peu rassuré quand même. Et puis enfin, d'en transmettre son patrimoine et anticiper, nous retrouverons justement Maître Élodie Frémont, qui est notaire, pour aborder un sujet souvent oublié, mais essentiel, l'avenir de nos animaux de compagnie. Lorsqu'on vieillit ou lorsqu'on anticipe sa succession, il y a beaucoup de questions. On a eu en tout cas des questions des auditeurs. 3 regards complémentaires très concrets justement pour mieux anticiper et surtout vivre sereinement nos années, nos belles années. N'oubliez pas que cette émission est la vôtre. Alors appelez-nous, posez vos questions. On y répondra au travers de nos chroniques au 0826 300 300. Et tout de suite, on parle de logement quand il devient justement un allié au quotidien. Sud Radio, la vie devant nous. Alors, pour cette chronique Bien vivre chez soi, nous recevons le directeur d'AKW, spécialiste des équipements pour les personnes à mobilité réduite. Alors, avec vous, Cédric, on va voir comment un logement bien équipé peut permettre de rester autonome plus longtemps sans transformer sa maison en hôpital. Alors, AKW, c'est pas connu. Pourtant, vous êtes un des très grands fabricants en Europe. Alors, Cédric Poncet, bienvenue. Merci, bonjour. AKW, c'est quoi? Quelle est son histoire? AKW, c'est une société qui a été créée il y a 40 ans maintenant, un peu plus de 40 ans, et qui fabrique des produits liés à l'accessibilité pour permettre aux gens en situation de handicap, aux seniors, de vivre en autonomie et en sécurité dans leur domicile et ce, le plus longtemps possible. Donc on fabrique tout ce qui est barre de douche, receveur de douche, parois de douche, sol antidérapant, tout ce qui permet de vivre en pleine sécurité dans la maison. Alors on parle justement de ces aménagements. Alors imagine beaucoup d'auditeurs d'ailleurs. Imagine encore la salle de bain médicalisée, qui est un repoussoir en quelque sorte. C'est une vision dépassée aujourd'hui. Pourtant ça reste quand même très très présent dans les échanges qu'on peut avoir de part et d'autre dans nos dîners ou déjeuners. Alors il est vrai que pendant longtemps c'était le cas. Les produits étaient très médicalisés, très stigmatisants, etc. Aujourd'hui avec le vieillissement démographique, on adapte la maison en tenant compte du design, parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir des produits d'hôpitaux à la maison pour avoir de la sécurité. Donc nous en tant qu'industriels, on achète beaucoup d'importance à la modularité des produits, au design des produits. Et aujourd'hui, on peut avoir un siège de douche, une barre de douche qui soit confortable, sécurisante et jolie. En fait, vous conciliez la sécurité, l'ergonomie, l'esthétique dans des logements existants. Mais c'est assez nouveau, parce que moi, je vois encore quelques barres de douche de maisons ou de logements qui étaient blanches, qui étaient assez identiques à celles des hôpitaux d'ailleurs. Et il est vrai que pendant longtemps, il y avait un marché de l'accessibilité qui était vraiment lié au médical. Aujourd'hui, il y a le marché du senior, et nous, en tant qu'industriels, on essaye de faire de la salle de bain pour tous. C'est-à-dire que vous pouvez faire la salle de bain à 50 ans qui vous dure jusque le plus longtemps possible, qui soit jolie. Je pense à la douche italienne, qui a un joli
jolis produits que tout le monde utilise aujourd'hui, qui au début étaient faits justement pour l'accessibilité. Et il va de même pour les sièges, pour les barres. Aujourd'hui, une barre, elle peut être pour poser une serviette, pour avoir une étagère pour mettre les shampoings, etc. Donc, on va dans la modularité, c'est-à-dire la barre n'est plus juste une barre d'appui, c'est aussi un outil, un accessoire de décoration et qui peut être utile à tous. Alors, vous êtes fabricant, donc vous avez une vraie responsabilité en fait. C'est un peu comme les grandes collections de mode, en quelque sorte. Hein. Vous êtes fabricant et donc vous allez donner le tempo sur de l'innovation, sur du design, que vont vendre en fait l'ensemble des distributeurs en France. Donc c'est vous qui donnez. Alors comment vous l'élaborez? Est-ce que vous faites cela avec des clients? Oui, bien sûr. Chez AKW, on fait régulièrement des réunions avec des ergothérapeutes, avec des installateurs, avec l'utilisateur aussi. On participe beaucoup à des salons où on a beaucoup des retours d'informations. Donc ça nous permet de connaître réellement les besoins, que ce soit les besoins esthétiques, les besoins en termes de sécurité, en termes de confort. Donc c'est tout ce travail qu'on fait conjointement avec toutes ces personnes qui nous permet aujourd'hui de répondre à un vrai besoin sur ce marché-là. Ouais. Mais alors, c'est marrant parce que on parle toujours des chutes et du manque d'anticipation, mais c'est vrai que la baignoire, c'est un peu comme si on avait un balcon sans grillage, quoi. Vous voyez, en hauteur, c'est un peu une image, mais la baignoire aujourd'hui, déjà, lorsqu'on achète des logements neufs, il n'y a plus de baignoire, hein, des appartements. De moins en moins, oui. Voilà, quasiment pas. Hein, je crois que c'est de moins en moins choisi. Mais comment on peut anticiper justement ces aménagements sans attendre un accident ou une perte d'autonomie? C'est le vrai sujet, ça, parce que à chaque fois, c'est trop tard, et la chute fait beaucoup de dégâts sur la mobilité ensuite. Alors il y a quelque chose qui est très nouveau, très récent, c'est aujourd'hui la communication qu'on a autour de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas du tout cette phase de sensibilisation. Aujourd'hui, il y a des aides gouvernementales, je pense par exemple à MaPrimeAdapt, qui, en plus de permettre à des gens qui ne pouvaient pas s'équiper, de s'équiper aujourd'hui, mais qui a surtout un rôle de communication. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on ne sait pas, on peut pas dire qu'on n'est pas informé. Aujourd'hui, tous les grands distributeurs se mettent vraiment sur ce marché-là. Donc, ils ont un gros rôle d'information, de communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les seniors sont sensibilisés par ça et on offre les bons produits. Donc, ça permet aujourd'hui d'avoir des belles salles de bain qui soient confortables et sécurisantes. Ouais, merci Cédric. Donc, en fait, on voit très bien que la communication, c'est un enjeu important pour que l'ensemble des seniors, entre guillemets, enfin des familles, quelle qu'elle soit leur âge, puissent un peu anticiper et comprendre en fait que c'est pas parce qu'on adapte son logement qu'on devient une résidence médicalisée. Ouais, la communication est beaucoup plus importante. Il y a 10 ans, quand nous on a démarré il y a 15 ans en France, c'est vrai que on devait insister pour vendre nos produits. Aujourd'hui, on nous appelle pour les vendre. Donc le rôle a complètement été inversé. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est sensibilisé par ce sujet-là. Merci beaucoup Cédric pour ces éclairages. On comprend bien. Donc adapter son logement, ce n'est pas renoncer à son chez-soi, au contraire, c'est le préserver, voilà. Et puis derrière cette question se cache un enjeu beaucoup plus large. Quelle place donne-t-on aux seniors dans notre société? Et c'est justement le sujet de notre grand entretien. Sud Radio, la vie devant nous. Notre grand invité aujourd'hui est Serge Guérin, sociologue spécialiste reconnu des questions liées au vieillissement et à qui on appelle justement, qu'il appelle la seniorisation de la société. Puis depuis des années, vous défendez une idée forte: les seniors ne sont pas un coût ni un poids, mais une ressource précieuse et utile pour la société. On va justement parler engagement, transmission, lien social et de ce que ce vieillissement en fait peut apporter à tous. Bonjour Serge Guérin. Bonjour. Alors, vous parlez souvent de société seniorisée, ça j'ai relevé ce terme de façon assez régulière. Pourquoi est-ce un terme justement plus juste que société vieillissante ? Alors, à la fois pour une raison de représentation, parce que globalement, personne n'a envie de vieillir. Donc, dire vieux, il y a toujours un côté comme ça assez négatif. Quand on revient en arrière, à chaque fois, l'âge est considéré comme quelque chose de négatif dès qu'il avance trop, de certaine manière. Alors, le trop étant très très discutable, mais n'empêche que t'es trop âgé. T'es trop âgé pour faire à peu près tout au bout d'un moment. Donc, pendant un temps, on vous dit t'es trop jeune, et puis très vite, bing, ça passe de l'autre côté, t'es trop vieux. Voilà. Et donc,
vieux de ce point de vue-là. Alors, et du coup, changer un peu les termes, parler de longévité, par exemple, société de la longévité, parce que vous le disiez tout à fait très bien en introduction, l'élément quand même majeur premier, c'est que nous vivons plus longtemps. C'est quand même une chance extraordinaire par rapport à tous nos aïeux, à tous ceux qui étaient avant nous. Enfin, faut se rappeler que, évidemment, ça remonte à loin. 1750, l'espérance de vie était de 25 ans. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont dû dépasser un petit peu les 25 ans. Donc voilà. Donc il y a vraiment cet élément-là premier. Et en quoi les seniors sont-ils aujourd'hui actifs et utiles ? Parce qu'il y a cette séparation, je suis utile à la société et je pars à la retraite, même un petit peu avant la retraite. C'est quoi qu'est-ce qu'ils apportent en fait concrètement à la société ? D'ailleurs, on voit même en termes, même les termes, les mots. Mon vieux camarade Albert Camus disait toujours, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Et ben là, c'est pareil. On dit souvent les actifs versus les inactifs. Et donc, il y a un côté, si t'es inactif, tu sers à rien. Il y a quand même quelque chose comme ça derrière. T'es en retrait, si c'est la retraite, par exemple. T'es dans un coin, voilà. On sort de la période des fêtes et on a mis le grand-père dans un coin, on savait pas trop quoi lui dire, et ainsi de suite. Il y a quelque chose comme ça qui reste encore très très prégnant. Donc le premier élément, c'est dire, mais notre utilité, d'abord, elle est multiple, elle est diverse, elle n'est pas seulement liée à la production. Et puis on pourra dire d'ailleurs que parfois il y a des produits que l'on produit qui sont peut-être pas très très utiles. Donc on pourrait aussi réfléchir par rapport à ça. En tout cas, la première chose, c'est ça, c'est qu'on réduit l'être humain souvent à un être productif, et de l'autre côté, à un être consommateur. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et donc, le retraité ou la personne qui a pris l'âge, elle a plein d'utilités. D'abord, la première, qui est peut-être la plus importante, c'est l'utilité symbolique. C'est-à-dire qu'elle partage. C'est un peu le pont entre le hier et demain. Il y a quand même cet élément-là qui reste absolument majeur. C'est elle qui raconte... Oh papy, à ton époque, tout était en noir et blanc. Non, il y avait juste la télé qui était en noir et blanc. Voilà, des gens qui vont raconter, mais moi quand je suis né, il n'y avait pas de téléphone, et ainsi de suite. Ou qui vont dire, bah oui, là vous dites que vous êtes fatigué, mais enfin moi je bossais 48 heures par semaine. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont intéressants, et ce sont de l'histoire vivante, en quelque sorte. Et donc, se confronter au vivant, de ce point de vue-là, est très très fort. Ça, c'est vraiment la première source d'utilité. La deuxième source d'utilité, c'est tout simplement contribuer au lien social. Donc c'est quoi ? C'est par le bénévolat ? Par exemple, alors d'ailleurs un double bénévolat. Il y a le bénévolat des associations. Si tous les bénévoles âgés quittaient les associations, ça ferait drôle. Je pense que la France ne fonctionnerait pas plus très bien en fait. Exactement. Déjà qu'elle fonctionne pas très bien, mais alors là, ça serait une catastrophe totale. Il y a quand même plein d'associations. Alors il y a des salariés parfois, mais même pas toujours, et qui fonctionnent d'abord grâce à ces millions de bénévoles. Alors parfois c'est 1 heure par semaine, parfois c'est 1 heure par jour, parfois c'est toute la journée. Il y a des gens aussi, voilà. Alors, donc ça c'est le deuxième élément. Mais ça peut être aussi un bénévolat plus informel, invisible. C'est le grand-père du 4e qui donne un coup de main, cours du soir, au petit voisin qui est un peu perdu dans les maths. C'est la dame qui est super bonne en français et qui va aider quelqu'un qui a du mal. Et ça, ça se calcule pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si on calculait tout ça, ça serait très, très, très riche. Justement, on va le calculer juste après. On marque une courte pause. Dans un instant, on va justement parler du regard que l'on porte sur l'âge, des fractures qu'il y a entre les générations et de ce que le vieillissement peut aussi apporter à la société. Restez avec nous sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes dans La vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que. Et puis voici la seconde partie de notre émission. On parlait de bénévolat avec Serge Guérin. Que faudrait-il justement changer pour mieux reconnaître l'utilité sociale des seniors en France ? Il faut changer, c'est le plus difficile à changer, c'est le regard, c'est les représentations. C'est-à-dire qu'il y a toujours une représentation plutôt négative. D'ailleurs, on en parle beaucoup. C'est un poids, c'est un problème, c'est un coût. Alors, évidemment qu'il y a aussi des enjeux autour de tout cela, mais on est toujours sur cet élément-là, sans se dire, mais c'est d'abord une chance à titre individuel et une chance collective, parce que on a eu un exemple juste avant, tout ce vieillissement, il oblige aussi à innover, il oblige aussi à inventer, soit technologiquement ou que ce soit socialement. Et donc, la chance de la société de la longévité, c'est l'imagination. Mais c'est l'imagination de tout le monde, des jeunes, des moins jeunes et des âgés. Parce qu'évidemment, ils ont leur rôle là-dedans. Et d'ailleurs, je dirais même que, tiens, en ce début d'année, vieux de tous les pays, prenez votre place.
certaine manière. Parce que souvent, on a tendance comme ça, c'est à vous de jouer aussi. C'est à vous de dire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'accompagner, mais j'ai aussi besoin de tel ou tel élément. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut agir. Alors, le travail, le bénévolat, l'engagement associatif. Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer en fait de nouveaux cadres pour permettre aux seniors de rester utiles, ou en tout cas de valoriser ce qui est fait? Absolument. Je milite entre guillemets depuis des dizaines d'années maintenant pour qu'on invente un service civique des seniors. On le fait. Dans l'autre sens. Ils viennent aider, ainsi de suite. Et à peu près à chaque nouveau président, j'ai tenté le coup, et avec une écoute proche, égale à zéro. Alors, voilà. On commence à le lire, cette notion de service civique, justement, pour valoriser les actes que peuvent avoir des seniors pour la société. Ça serait un bon thème des futures présidentielles. Par exemple, et puis ne serait-ce que, par exemple, sur les aidants, on a fait ce travail-là. Oui. Au début, quand on parlait des aidants, d'abord, on avait du mal à en parler. Puis un jour, j'ai dit, mais au fait, ça représente quoi, même financièrement? Avec un groupe d'aidants, à l'époque, 8,5 millions d'aidants, ainsi de suite, on est arrivé à 264 milliards d'euros si on payait les personnes. Il ne s'agit pas de payer nécessairement, mais de se rendre compte. Et là, les énarques et consorts disent, oh là, quand même, pour qui il se prend celui-là? Et donc, ils ont trouvé d'autres chiffres. Mais si on calcule, qu'est-ce que c'est le temps du bénévolat? Qu'est-ce que c'est que le temps des aidants? Qu'est-ce que c'est que le tiers des élus locaux qui passent leur vie dans les communes? Qu'est-ce que c'est les gens qui recréent des entreprises à 60 ans, 70 ans, 75 ans, ainsi de suite? Tout ça, c'est aussi monnayable d'une certaine manière. Oui. Alors, bien sûr, c'est d'abord une valeur d'engagement, mais n'empêche que ça crée aussi des économies, où ça contribue aussi à ce que la société soit plus efficace, plus agréable à vivre. Et toujours, pareil, derrière, tous ces acteurs contribuent à créer du lien. Or, pour être heureux, pour bien vivre, à tous les âges, à 0 ans comme à 100 ans, il faut du lien social. Ce que vous dites, c'est valoriser en fait les actes, plus que considérer que c'est normal, puisque la société a évolué avec justement 30 ans d'espérance de vie supplémentaire. Donc c'est une longévité extraordinaire. Et on avait accueilli d'ailleurs une députée qui proposait une loi pour la pénibilité des aidants, en valorisant justement un ou plusieurs trimestres pour partir à la retraite plus tôt. Donc on voit bien que on valorise un acte qui est pourtant considéré comme normal, on s'occupe de sa famille. Mais avec l'évolution de la société, vous dites très très bien, ça peut justement devenir très compliqué. Les mots le disent. Avant, on disait aidant naturel. Moi, je dis, mais si on dit naturel, il n'y a pas besoin d'aider. C'est normal. D'ailleurs, souvent, c'était des femmes, du coup. Et donc, pour ça qu'on a changé aussi. Proche aidant, aidant de proche, pour dire, mais ces personnes-là, aussi parce qu'il n'y a pas assez de professionnels du soin, du care, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on est obligé aussi par rapport à cela. Alors, juste en vision de sociologue, en quoi valoriser justement les seniors est aussi bénéfique pour les jeunes générations? C'est doublement bénéfique pour les jeunes générations. D'une part, c'est de se dire, ah bah tiens, demain, ma vie, elle n'est pas seulement limitée à de la production, elle n'est pas seulement limitée à mon emploi. Donc ça, c'est intéressant. Puis deuxièmement, c'est, ah mais tiens, tous ces gens qui sont là, je sais qu'ils sont utiles, je sais que... Mais du coup, je peux peut-être aussi m'appuyer sur eux, et eux-mêmes peuvent s'appuyer sur moi. C'est une notion d'entraide, finalement, et d'intergénération solidaire, je dirais, et d'intergénération réciproque, parce que longtemps, on considérait qu'on apprenait auprès des plus âgés. C'est logique. Aujourd'hui, les plus âgés disent parfois, mais moi j'apprends auprès des plus jeunes. Donc c'est comment, finalement, plutôt qu'être dans des sempiternelles totalement idiotes et totalement improductives, guerre des générations, être plutôt dans de l'entraide générationnelle et de comprendre qu'on est ensemble dans le même bateau. C'est un peu le sujet que j'avais avec mon dernier bouquin, et si les vieux aussi sauvaient la planète. C'est que face au réchauffement climatique, c'est pas jeunes contre vieux. C'est toutes les générations qui sont face à ce problème-là. Et plutôt que se dire, oh, c'est toi, c'est moi, mais non, on y va ensemble. On se retrousse les manches et on avance. Et agir, je rappelle ça à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, agir, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la santé. Écoutez, ça c'est un bon dernier message. Merci beaucoup Serge Guérin pour ce regard qui est toujours éclairant. On comprend que vieillir n'est pas seulement une affaire individuelle, c'est un projet de société, et ça vous le rappelez, et on le voit bien. Et puis quand on parle d'anticiper, il y a un sujet auquel on pense rarement: que deviennent nos animaux de compagnie quand on n'est plus là? C'est l'objet de notre prochaine chronique. Sud Radio, la vie devant nous. Nous recevons Maître Élodie Frémont, notaire, qui est porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, justement, Maître, juridiquement,
quel est aujourd'hui le statut d'un animal de compagnie? Que se passe-t-il en clair si rien n'a été prévu pour lui? On sait que beaucoup de seniors, en fait, ont un animal de compagnie. Et est-ce que vous avez des éléments à prévoir, notamment en cas de décès ou d'hospitalisation longue? Absolument, c'est une bonne question. Pardon pour ma voix qui est cassée. C'est une bonne question. La première question à se poser, c'est de savoir où vous habitez. Parce que le régime juridique de cet animal de compagnie ne sera pas le même suivant que vous vivez, par exemple, aux États-Unis ou en France. Pourquoi? Parce que nous, en France, on a 2 statuts de personnalité juridique qui sont assimilés à des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés, ou des personnes physiques, vous, moi, les chiens, les animaux de compagnie. Font partie de ce qu'on appelle la catégorie meubles. Parce que ce ne sont pas alors ce sont des êtres vivants évidemment, hein, mais j'entends que juridiquement, ils n'ont pas de capacité juridique. Donc s'ils n'ont pas de capacité juridique, ils ne peuvent pas accepter un don ou un legs. D'accord. Et donc on peut quand même désigner une personne de confiance pour s'occuper de son animal de façon juridique? Heureusement, on a des subterfuges. Donc, on va soit choisir de nommer une personne morale ou une personne physique qui aura la charge, l'obligation de s'occuper de cet animal de compagnie. Alors, ça peut être une association, une fondation. Vous voyez très vite vers qui je me dirige, vers des associations qui sont dédiées à cela, qui vont avoir la charge de l'entretien, de l'éducation de cet animal de compagnie, ou une personne physique, pour lequel vous pouvez très bien prévoir des conditions d'hébergement, par exemple. Parce que cette personne a la charge de votre poisson rouge, et ben vous décidez qu'il aura la jouissance gratuite de votre hôtel particulier dans le 16e arrondissement. C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle une libéralité avec charge. Et la charge, c'est quoi? C'est de m'occuper de mon animal de compagnie le plus vite, surtout le plus longtemps possible. Mais alors, oui, alors ça peut surprendre peut-être certains auditeurs qui n'ont pas d'un animal de compagnie, mais si vous voulez, il y a une vraie fracture émotionnelle lorsqu'on ne prévoit pas ou on peut se séparer pendant un temps plus ou moins long parce qu'on est hospitalisé. Et comment est-ce qu'on doit passer chez un notaire? Parce que est-ce qu'on peut parler de testament ou d'actes qui prévoient? Absolument. Il y a 2 étapes, entre guillemets, malheureuses à envisager. C'est que vous pensez à la fatalité, au fait d'un décès. Donc, évidemment, dans ce cas-là, il faut aller voir un notaire qui va vous conseiller la rédaction, qui est un petit peu particulière quand même. Hein. Un legs avec charge, c'est pas quelque chose de très fréquent. Donc, il faut vraiment prévoir des conditions particulières, etc. Donc, le testament, vous pouvez le rédiger tout seul, bien entendu, mais peut-être que ce serait mieux d'être accompagné de l'aide d'un notaire. Et puis, la deuxième chose, peut-être à laquelle vous pensez un peu moins, c'est ce qu'on appelle les mandats. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très connu. Pourtant, ça fait maintenant bientôt fêter ses 20 ans d'existence. Et ce mandat est extrêmement important. C'est le mandat de protection future? Exactement. Ah oui, on en avait parlé dans une chronique d'ailleurs, vous voyez. Absolument. Ouais. Le mandat de protection future, on dit souvent, bah oui, mais on fait ça pour les personnes âgées au cas où elles perdraient la tête, comme ça il y a quelqu'un d'autre qui s'occuperait d'elles. Mais non, enfin moi j'ai fait un mandat de protection future. C'est pour tout type d'âge. Vous prévoyez que si jamais vous êtes hospitalisé, vous êtes renversé par une voiture, il y a un accident, voilà, le hasard de la vie, malheureux hasard, vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes plus en état de manifester votre volonté. Non pas que vous n'allez pas recouvrer cette volonté, mais là, tout de suite, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui s'occupe de vos enfants, de votre chien, de votre chat, de votre appartement, des factures à payer? Et bien ça s'appelle un mandat de protection future. Vous cherchez et vous trouvez 1-2 personnes quelquefois, une personne qui va s'occuper de tout, une personne qui s'occupe que de l'aspect patrimonial, c'est-à-dire la gestion de vos comptes, les chèques, etc., et une autre personne qui s'occupe que de votre bien-être et de votre poisson rouge. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais, donc le mandat de protection future, en plus, c'est un acte simple qui est fait par un notaire. Donc voilà, poussez la porte du notaire pour pouvoir justement l'élaborer. Il va vous accompagner. On n'est pas dans une complexité, ça c'est important aussi à préciser. Et ça permet de soulager moralement, émotionnellement, en fait, chaque personne qui a un animal de compagnie et pour lequel ça compte. Enfin voilà, il y a de l'affection. Et je pense qu'il faut prendre cela très au sérieux. Beaucoup d'associations d'ailleurs militent dans ce sens pour accompagner. Merci beaucoup, Maître Frémont. On le voit, anticiper, c'est aussi protéger ceux qui dépendent totalement de nous, même s'ils n'ont pas la parole. Et vous parliez justement de biens meubles, mais c'est un terme
juridique. Merci à nos invités pour leur éclairage très précieux. Adopter son logement, comprendre le vieillissement de notre société, anticiper pour ses proches, humains, animaux, qui sont aussi un lien fort, autant de clés pour mieux vivre les années à venir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30 sur Sud Radio. On vous souhaite une très belle année. Et puis pour ceux qui veulent écouter ou partager l'émission La Vie Devant Nous en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio et le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, très très belle année et puis portez-vous bien. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.